L'épisode d'aujourd'hui ne serait pas possible sans Jerkmate. Est-ce que tu sais c'est quoi Jerkmate? C'est un site de cam et de chat parce qu'il y a des milliers de modèles, le top des modèles de l'industrie du camgirling. Avec le lien dans la bio, tu peux créer ton compte et tu aides à encourager le podcast parce que ça nous offre une petite commission de referral link. Donc, je t'encourage à créer ton compte, aller voir les modèles et commencer ton journey de cam client. Bon matin, bonsoir, bienvenue dans mon salon. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé grâce à Eros et compagnie. Merci Eros et compagnie. Avec le code promo SOUFA15, t'économises 15% de rabais sur tout ce qui est sur le site. J'allais réfléchir, me dire, y a-t-il des choses qui sont pas dans le 15%? Ben non, t'économises 15% sur tout. Aujourd'hui, on fait un épisode spécial où est-ce que je suis pas en train de discuter avec une collègue. Je suis en train de discuter avec une personne dans un métier adjacent qui peut aider mes collègues et moi par la même occasion. Et une intervenante, qu'on dit? Moi, je suis la directrice. Mais Directrice? Bon, ouais. mon Dieu, c'est mieux encore. Mais les autres personnes, comment elles appelleraient? Intervenante. C'est ça, Ouais. d'intervenante de chez Stella, un organisme qui a des travailleuses du sexe en général. Puis, je vais te demander, Madame la directrice, de nous expliquer un peu c'est quoi la mission de Stella. C'est quoi que vous faites un peu? Donc, nous, chez Stella, on existe depuis 1995. Et puis, l'idée, c'est simple. La mission, c'est d'améliorer les conditions de vie, les conditions de travail des travailleuses du sexe. Donc, c'est pas de faire la promotion du travail du sexe. C'est pas non plus de sortir personne de l'industrie de force, de juger qui que ce soit. C'est-à-dire, on est tous des travailleuses du sexe. On a le droit de travailler en sécurité. On a le droit de vivre en santé. On a le droit à notre dignité humaine. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à tout ça? Donc, ça se décline en plusieurs volets. Donc, on donne des services aux travailleuses du sexe. Donc, c'est la majorité de ce qu'on fait vraiment tous les jours. Donc, on a une équipe d'intervenantes. Elles vont essayer de visiter la majorité des endroits dans l'industrie du sexe. Donc, on va dans les bars de danseuses, dans les salons de massage, dans les agences d'escorte, chez les femmes, pour aller offrir des condoms, des seringues, du lubrifiant, etc. Mais aussi beaucoup de documentation. On peut aider, on peut écouter, on peut référer, on peut même accompagner n'importe quelle travailleuse du sexe dans toute démarche. Que ce soit, j'ai peur d'aller chez le médecin parce qu'il va me juger, eh bien, une intervenante peut aller. J'ai un dossier à la cour, on peut aller avec elle. Ou des fois, je cherche un appartement, j'ai plein d'appartements à visiter, eh bien, une intervenante peut aussi faire l'accompagnement. Puis l'idée derrière tout ça, dans nos services, c'est d'y aller avec une approche qui est sans jugement et qui est non directive. Donc, ce que ça veut dire, souvent, beaucoup d'entre nous, si on est déjà allé au CLSC chercher des services ou ailleurs, on a appris à jouer un peu, à performer. Hein? Donc, je suis repentante, je veux m'en sortir, aidez-moi. Et puis, c'est comme ça qu'on obtient de l'aide. Chez Stella, on dit non, on ne joue pas à ce jeu-là. On accompagne la personne pour ce qu'elle veut, où elle veut. Si quelqu'un vient puis dit, moi, je consomme plein de drogues et je suis correcte avec ça, tout ce que je veux, c'est me trouver un logement, eh bien, let's go, on trouve un logement, on ne se préoccupe pas de ce qui n'est pas un problème pour elle. Si quelqu'un dit, ben moi, je suis un peu dans une spirale un peu de self-destruction, puis, je veux de l'aide pour continuer à faire des choses que je sais qui ne sont pas nécessairement bien pour moi, mais on va être comme, OK, qu'est-ce que tu veux? Et puis, on va accompagner la personne. Donc, c'est quand on donne à quelqu'un une place comme ça de dire, c'est toi qui décides, c'est pas moi qui impose un objectif. Que toutes les options sont égales et ouvertes, mais c'est là que les gens vont trouver ce qu'on appelle l'empowerment, de dire, OK, je me responsabilise, c'est moi qui prends la décision. Je ne peux pas juste écouter l'intervenante qui m'amène à quelque chose. C'est plus difficile des fois, mais le résultat, on va se sentir mieux, puis on va réellement avoir du contrôle, du pouvoir sur nos vies. Donc ça, c'est l'approche d'intervention. Mais on ne peut pas juste donner des services aux travailleuses du sexe, right? Parce que c'est un peu déprimant quand on n'a pas de solution. Right? Si tu viens me voir puis que tu as des problèmes, puis que le problème, c'est la criminalisation, le problème, c'est le stigma, eh bien, je peux t'accompagner, on peut faire tout ce qu'on veut, mais à la fin, ça ne règle pas le problème. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est la défense de droits des travailleuses du sexe. Donc, on va le faire de toutes sortes de façons. On va militer publiquement pour la décriminalisation. On est en train de poursuivre le gouvernement pour en reparler dans ce moment, si tu veux, pour faire tomber les lois, mais aussi à toutes sortes d'autres petits niveaux. Hein. Si on entend que le bureau d'aide sociale est vraiment méchant avec les travailleuses du sexe, mais on va aller essayer de voir est-ce qu'on peut leur donner une formation, est-ce qu'on peut travailler pour changer cette barrière-là d'accès. Si les travailleuses du sexe ont de la difficulté à avoir un dépistage pour les ITSS, eh bien, on va aller travailler pour enlever
les problèmes qui existent là. Donc, ce n'est pas juste les grandes questions comme les lois criminelles, c'est aussi toutes les autres places où on voit qu'il y a des barrières. Donc, on va écouter ce que les femmes nous disent dans la communauté, on va aider des façons qu'on peut, puis on va prendre ça, puis on va aller militer pour changer les choses après. Et vice-versa, on va ramener ce qu'on sait, ce qu'on apprend en faisant tout ce travail-là pour donner des informations pertinentes à la communauté. Puis donc ça, c'est la base vraiment de ce qu'on fait. Puis autour de tout ça, on fait également beaucoup d'éducation. Donc on publie des documents, on a des tonnes de documents, ils sont sur notre site. La plupart, il y en a qui ne sont pas sur le site non plus, mais on a toutes sortes de choses. Là. On a sur les lois sur le travail du sexe, sur les lois sur les drogues, sur les pouvoirs policiers, sur qu'est-ce que c'est la réduction des méfaits, sur toutes sortes de choses. On a des documents plus privés qu'on donne au travail du sexe sur les impôts, sur le logement, sur la non-divulgation du VIH. Donc, toutes les questions qu'on se fait poser, on se dit est-ce qu'on est capable de produire un document qui peut informer les travailleuses du sexe là-dessus. Et on va aussi donner des formations à d'autres publics, comme des étudiants qui sont tous curieux, là, ils veulent tout savoir sur les travailleuses du sexe, donc on leur donne la formation, puis des professionnels, etc. Puis, est-ce qu'il y a des sortes de travail du sexe que vous êtes pas plus professionnels, mais y a-t-il des sortes qui viennent plus souvent vous voir, ou est-ce que vous faites, bon, il y a plusieurs sortes dans le sens qu'il y a des gens qui font de la domination, il y a des gens qui font des services complets en personne, il y a des gens qui font des massages, il y a des gens qui sont danseuses, il y a des gens qui sont sur OnlyFans. Est-ce que tout le monde peut venir? Oui, tout le monde est bienvenu chez Stella. Puis aussi, même si on est des anciennes travailleuses du sexe, on peut aussi venir chez Stella. Parce que même quand on arrête de travailler, même quand on fait tout ce qu'on nous dit de faire, là, on se trouve une autre carrière et tout, le stigma, il nous suit. Yeah. Ça peut être pertinent pour nous. Donc, on ne fait pas de discrimination, de savoir c'est quand la dernière fois que tu as fait un client. Si ce n'est pas assez récent. Donc, tout le monde est bienvenu. Et c'est sûr qu'il y a des besoins qui sont différents pour différentes travailleuses du sexe selon où on est dans l'industrie. Mais aussi selon notre situation personnelle. Hein. Donc, dans toutes les sphères de l'industrie, il y a des femmes qui font beaucoup d'argent, qui ont une vie qui va super bien, qui ne se sentent pas trop menacées par quoi que ce soit, et des femmes qui sont dans des situations difficiles, que ce soit au niveau financier, au niveau de leur statut social, de l'immigration, de la violence qu'elles peuvent vivre. Donc, c'est sûr que c'est très diversifié. Il n'y a pas une façon facile de départager les différentes catégories de travailleuses du sexe. Mais on sait aussi qu'il y a des fois dans l'industrie, parce qu'on est tellement stigmatisé en tant que travailleuse du sexe, c'est facile de tomber dans une genre de hiérarchie de... Qu'est-ce qui est plus mieux que l'autre? C'est ça, on va dire, moi, je ne travaille pas sur la rue, ou moi, je suis indépendante, c'est pas comme une personne qui travaille en agence, ou moi, je suis danseuse, donc je n'ai pas besoin des services. Donc, on doit travailler beaucoup à adapter qu'est-ce qu'on offre pour les différentes personnes dans l'industrie. Puis à la fin, mais souvent, il y a beaucoup de travailleurs du sexe qui n'ont jamais besoin de nous. On n'a pas la prétention de dire que toutes les travailleuses du sexe doivent absolument utiliser nos services, mais ce qu'on veut, c'est que tout le monde nous connaisse pour que le jour où elles ont besoin, qu'elles pensent à nous appeler. Le jour où quelqu'un se fait arrêter puis qu'elle est en détention, qu'elle pense je fais l'appel à Frédéric puis Stella va répondre. Right? Ou le jour où la personne, là, que tout allait bien dans sa vie, elle tombe enceinte, là, et tout à coup, il n'y a pas de congé parental, il n'y a pas de... Et là, c'est la panique totale de savoir quoi faire. Eh bien, là, c'est le moment qu'elles nous appellent. Puis ça nous arrive souvent, hein, des femmes qui disent que ça fait 10 ans qu'elles entendent parler de Stella, elles ne sont jamais venues, elles n'ont jamais rien pris de nos services, mais une fois, elles ont un problème, puis elles savent qu'on est là, donc c'est ça l'objectif. Puis, mettons, ça c'est peut-être une question un peu plus tard, mais je vais la poser maintenant. Mettons, financièrement, c'est comment Stella gagne de l'argent pour pouvoir offrir ces services-là? Parce que, je veux dire, à some point, ça coûte quelque chose. Oui, effectivement, ça coûte beaucoup d'argent. Tu n'es pas une directrice bénévole. Non, effectivement. Puis c'est important pour nous, hein, chez Stella, parce qu'on est un mouvement de travailleuses. Donc, si on veut que les travailleuses du sexe aient de bonnes conditions de travail, eh bien, on ne va pas commencer à exploiter les travailleuses du sexe pour venir s'entraîner non plus. Right? Donc, on est très chanceux chez Stella parce qu'on a été créé en 1995, qui était vraiment au sommet de la crise du sida. Right? Il y avait beaucoup de personnes qui mouraient, il y avait beaucoup d'infections. Et donc, dans cette urgence-là, les agences de santé publique ont trouvé que c'était intéressant et important de financer les travailleuses du sexe, comme d'autres communautés, pour qu'on puisse nous-mêmes trouver des solutions au VIH, aux autres ITSS. Donc, comme on existe depuis presque 30 ans, on a des financements qui sont assez stables depuis les années 90. Donc, c'est beaucoup au niveau de la santé publique, donc au niveau de la lutte contre les ITSS, VIH, hépatite, syphilis, etc. Et on reçoit aussi d'autres financements au niveau de l'itinérance, au niveau de fondations privées aussi, parfois, qui vont nous financer pour la défense de droits.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on reçoit généralement aucun financement dans tout ce qui touche à la lutte contre la violence envers les femmes. OK. Parce que nos gouvernements trouvent que la seule façon de lutter contre la violence envers les travailleuses du sexe, c'est de nous éradiquer. Donc, ils donnent des centaines de millions de dollars à des groupes qui sont contre notre existence, mais nous, on ne peut pas recevoir le même financement. Oui, c'est assez déprimant quand on regarde ça. Mais donc aussi, on a la chance en tant que groupe par et pour les travailleuses du sexe. Ce que ça veut dire, c'est que la majorité de notre équipe de travail, de notre conseil d'administration et les membres votantes sont des travailleuses du sexe. Donc, on a une expertise en tant que travailleuses du sexe. C'est une chose que les travailleuses du sexe savent bien faire, c'est trouver l'argent et faire avancer nos projets comme ça. Donc, on est quand même, pour un organisme communautaire de charité, on est dans une bonne position quand même, assez stable. C'est toujours dangereux, c'est toujours, on ne sait jamais qu'est-ce qui est renouvelé ou pas, mais on arrive à avoir un budget qui est raisonnable puis qui nous permet de faire notre travail. J'aime ça. Puis vous prenez aussi des dons? Oui, absolument. On accepte les dons sur notre site web chez stella.org. Il suffit d'aller en haut, il y a un bouton pour faire un don. On peut faire un don par carte de crédit. Vous pouvez nous envoyer un chèque également. Vous pouvez cogner à la porte avec de l'argent comptant. On adore ça aussi. On accepte les dons anonymes aussi. Donc, souvent, on a des clients, par exemple, qui aiment notre mission, qui nous envoient des petits dons. Puis, en ce moment, notre objectif cette année, c'est d'acheter un immeuble pour l'organisme. On loue en ce moment. Ce n'est pas très intéressant comme local. Donc, on cherche beaucoup d'augmenter les dons pour ce projet-là. Donc, c'est sûr que les gens qui nous écoutent, c'est toujours très bienvenu, les dons. OK, j'aime ça. Donne-moi une petite Et seconde. si vous mettez dans le commentaire du don que c'est ici que vous avez entendu parler de nous, eh bien, on te laissera savoir. On ne donne pas une cote, on ne peut pas faire mais ça, non, t'inquiète, c'est des dons tout de même. mais on peut faire le décompte puis le mettre sur les réseaux sociaux. Ce serait fun, hein? Allez leur dire que vous venez de moi. Puis en plus, bon, depuis que... Là, c'est juste le 3e épisode, je pense, que je tourne pour ce podcast. J'avais envie de dire aux gens, tu sais, avec mon code promo chez Ross, les fonds vont aller chez Stella. Maintenant, le problème, c'est que je ne peux pas payer mon loyer. Fait que, dès que je fais assez pour payer mon loyer, les dons vont aller chez Stella. la cote du 15%. Parce que, bon, je sais pas. On dirait que je me dis, justement, je fais un podcast par et pour travailleuses du sexe. On dirait que je veux quand même aider d'une manière mes collègues, mes consoeurs, mes confrères. Oui, mais il y a plusieurs façons d'aider. Hein. L'argent, c'est sûr que c'est une chose, mais la visibilité, les conversations, de diffuser nos droits. Toute travailleuse du sexe qui entend parler peut-être pour la première fois que le travail du sexe est criminalisé, eh bien, ça peut changer sa vie. Ça peut prendre des décisions qui vont l'aider après. Donc, c'est tout content. Puis, justement, en tant qu'organisme par et pour, c'est une partie pourquoi on n'a pas tant de dons que ça comparé à, je ne sais pas, un organisme qui aide les enfants orphelins ou peu importe. C'est parce que c'est sûr que nous, on ne cherche pas à... C'est sûr que si des travailleurs du sexe ont de l'argent de plus qu'elles veulent nous donner, on l'accepte avec tellement d'honneur. Mais à la fin, on veut que les travailleurs du sexe soient bien. On n'est pas en train de supplier les travailleuses du sexe de nous donner l'argent. Nos clients, oui. Nos familles, oui. Nos amis, oui. Mais les travailleuses du sexe, c'est sûr que... J'avais vu plusieurs filles, justement, sur leur site, des filles indépendantes que je croise, qui ont mis sur leur site, tu sais, des fois, ça dit comment me gâter. Il y en a plusieurs qui ont mis « Faites un don à Stella ». Fait que si vous voulez gâter votre travailleuse du sexe préféré, vous pouvez participer Stella. Comme parce que ça, c'est un organisme qui est pour nous puis qui nous aide, nous, dans des moments de difficulté et dans les moments de succès, j'ose espérer aussi. C'est quoi les défis les plus fréquents que toi, tu vois que les travailleuses ont à faire face? Pourquoi ils viennent vous voir? Il y a beaucoup de choses. C'est sûr que ça peut être très diversifié. Des choses importantes, surtout ces temps-ci, mais il y a le logement. D'abord, on sait partout, on le voit. Ça coûte trop cher. Montréal est en pleine transformation. Avant, on pouvait se promener dans un quartier, voir une annonce, puis tout de suite, on signe le bail live avec le proprio. Maintenant, tout le monde fait des enquêtes de crédit, tout le monde veut des preuves de revenus, on est en compétition avec plein d'autres personnes. Donc, souvent, c'est très, très difficile de trouver un logement. Puis, même si on a un logement, mais la crainte que notre proprio découvre qu'est-ce qu'on fait. Et là, est-ce qu'il va essayer de nous extorquer? Est-ce qu'il va rentrer chez nous sans permission? Est-ce qu'il va vouloir nous évincer? C'est inquiétant pour beaucoup de personnes. Donc, le logement... C'est ma plus grande phobie. Oui, c'est très épeurant. Quand quelqu'un a un contrôle comme ça sur nous et qui sait qu'il peut essentiellement s'en tirer, souvent, là, ils savent qu'on va pas avoir envie d'appeler la police, ils savent qu'on va pas nécessairement être capable de se défendre. Donc,
Ça, c'est un problème. Donc, ça arrive assez souvent qu'on a des femmes qui nous contactent pour tout ce qui touche au logement. Sinon, il y a tous les enjeux autour des travailleuses sexes migrantes. Donc, c'est vraiment l'horreur au Canada. Il y a la loi d'immigration qui dit que toute personne qui a pas sa résidence permanente, si elle est dans l'industrie du sexe, elle peut être déportée automatiquement. Ah, Oui. sans préavis, rien. Rien. S'ils n'ont pas leur citoyenneté canadienne, Ils n'ont pas la résidence permanente. la résidence. Donc, ça veut dire Ok. que tout le monde, même quelqu'un qui n'a pas de statut, quelqu'un qui a un statut de, je ne sais pas, étudiante, quelqu'un qui a un permis de travail, quelqu'un qui est... Donc, toutes sortes de statuts qui ne sont pas la résidence permanente. Ok. Donc, toutes ces personnes-là, ou quelqu'un qui est, disons, ici sur un statut de touriste ou quoi que ce soit, mais même quelqu'un qui a un permis de travail, qui a un statut, qui s'en va vers sa résidence, si elle n'a pas sa résidence permanente, si les policiers la trouvent, disons, dans un raid de salon de massage, ils peuvent immédiatement la dénoncer à l'immigration, la détenir. Elle s'en va au centre de détention à Laval, puis en 2-3 jours, elle est partie du Canada, puis elle ne revient plus. Donc, c'est très violent. Et donc, ça, on voit que ça met les personnes en danger. On peut imaginer, là, quand un agresseur découvre qu'une femme est à risque de se faire déporter, si elle appelle la police, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va la cibler. Right? Yeah, ils s'en foutent parce qu'elle ne peut pas dénoncer. Hein. Oui, Elle va être déportée si elle dénonce. exactement. Puis souvent, c'est encore pire parce qu'il y a tellement de préjugés envers les travailleuses du sexe migrantes. Hein. Même à l'intérieur de l'industrie, des fois, il y a des travailleuses du sexe qui vont parler des femmes asiatiques, là, comme si elles sont faibles et sûrement trafiquées, là, sûrement qu'elles sont ici de force. Parce qu'on entend ça dans les médias partout. Puis c'est une histoire qui est avec un peu des stéréotypes racistes qui semblent faire du sens. Donc, même des fois, à l'intérieur de l'industrie, la solidarité, elle n'est pas nécessairement complètement là avec les femmes Les migrantes. stéréotypes, les préjugés, des fois, c'est difficile Ouais. de... En tout cas, je trouve on dirait que c'est difficile de faire comprendre aux gens que 1 + 1 = 2. Dans le sens que les gens ont des stéréotypes envers toi et ton travail. Ça se peut que ce que tu penses sur le voisin aussi, c'est un stéréotype, ma belle. Tu sais, peut-être tu pourrais lui demander son expérience comme tu veux qu'on te demande la tienne. Oui, et puis des stéréotypes envers les travailleuses du sexe aussi. Avant de commencer dans des hystéries un peu là, de femmes trafiquées, puis kidnappées, forcées, il faut se rappeler, mais qu'est-ce que ça prend pour être une travailleuse du sexe? À la base, c'est qui la travailleuse du sexe? Est-ce que c'est la fille gênée qui a peur de tout? Puis non. Une travailleuse du sexe, généralement, c'est quelqu'un un peu rebelle, courageuse, avec une personnalité assez forte. Donc, pourquoi est-ce qu'on penserait que la travailleuse du sexe migrante, c'est différent? Elle n'est pas juste comme sortie de chez elle pour aller au bar du coin. Là. Elle a migré jusqu'à un autre pays. Elle a pris tous ces risques-là. C'est sûr que ce n'est pas une femme qui est le moindrement qui répond à un stéréotype de personne le moindrement faible. Puis même chose, même quand on parle d'autres situations dans l'industrie, même quand on parle de mineurs, par exemple, c'est toujours la panique de quelqu'un qui a été forcé, puis qu'on a tous ces stéréotypes vraiment problématiques. Mais à la fin, qu'est-ce que ça prend pour qu'une adolescente dise « Moi, je m'en vais essayer de travailler dans l'industrie du sexe C'est en reconnaissant que c'est des femmes qui sont à la base des personnes fortes, des personnes qui ont une personnalité, des personnes qui sont courageuses, qui prennent des décisions, qui prennent des risques. Right? Puis c'est comme ça qu'on respecte, puis qu'on peut arriver à une histoire qui fait du sens, puis qui n'est pas toujours axée sur le fait qu'il y a un homme qui nous séduit, puis qui nous force à faire des choses. C'est pas la réalité, right? C'est insultant, puis c'est misogyne. Ben oui, c'est sûr que si toi, tu sais que tu peux le faire de ton plein gré, il y en a peut-être d'autres aussi qui le font. Puis on est tous d'accord que les gens qui se font exploiter, il faut les aider. On est tous d'accord que les gens trafiqués, il faut les aider. C'est juste qu'effectivement, c'est pas tout le monde. Oui, puis c'est quoi? Comment est-ce qu'on aide quelqu'un? Tu sais, si on accepte que quelqu'un peut être forcé à travailler dans l'industrie, c'est quoi la solution? C'est certainement pas d'envoyer la police, là. C'est pas comme ça que ça marche, right? Non, c'est ça. Il faut se poser la question aussi, quand quelqu'un est forcé, mais combien de clients elle va avoir? Est-ce qu'on croit vraiment que tous les clients, là, ils sont bien à l'aise avec quelqu'un qui est forcé puis qui est pas... non! Quelle image on doit avoir de la société pour penser que c'est réaliste, que c'est à grande échelle, là, qu'il y a plein de clients qui... Non, dans la vraie vie, si quelqu'un est vraiment forcé, après quelques clients, elle va dire à un client, aide-moi, là, sors-moi d'ici, je ne veux pas être là. Puis la plupart des personnes vont agir décemment comme des bons êtres humains. Donc la solution, c'est quoi? C'est de dire, mais qu'est-ce qui amène l'exploitation? Qu'est-ce qui tente des personnes de dire, ah, mais c'est une bonne place où je vais aller, si je veux aller prendre l'argent de quelqu'un? Mais c'est parce que c'est criminalisé. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que c'est dans le noir. Oui. Fait que déjà, il y a une ombre, ils peuvent se cacher. Si il y a la lumière et tout le monde est ouvert, si justement, c'est comme tu dis, c'est décriminalisé, puis tout le monde a le droit de faire ce qu'elle veut faire, puis que tu peux mettre l'argent dans ton compte de banque sans te faire fermer ton compte de banque,
Il n'y a personne qui va se dire, j'ai envie de générer ton argent. Ben non, je peux la mettre chez BMO, mon argent, il n'y a pas de problème. Exactement. Donc, c'est quand on crée des situations où on a besoin d'aide, où on a peur, on doit faire des choix de sa sécurité versus d'autres choses, que c'est là que ça donne une opportunité à quelqu'un de dire, ah, mais moi, je vais aller prendre un peu de cet argent, je vais aller donner une mauvaise condition de travail, je vais aller faire des menaces. Et donc, à la fin, si on se préoccupe vraiment de femmes qui vivent des choses difficiles dans l'industrie, mais c'est elles qui ont le plus besoin de la décriminalisation. Beaucoup plus que quelqu'un qui n'est pas trop affecté puis qui ne voit pas la police dans son quotidien. C'est ça. Puis, tu sais, admettons que quelqu'un... Ben, est-ce que vous êtes... Je ne sais pas si c'est votre mandat d'aider les gens qui se font trafiquer aussi, ou parce que, mettons, quelqu'un viendrait te voir pour dire, écoute-moi, je tombe amoureuse d'un gars. Finalement, c'est comme dans Fugueuse, il m'a forcé, c'est ça. Est-ce que vous pouvez aider ces gens-là? Absolument. Puis je pense qu'on est beaucoup mieux placé pour l'aider qu'un organisme anti-travail du sexe qui veut juste la sortir. Nous, quand on va accueillir cette femme-là, puis on va valider ce qu'elle a vécu, on va reconnaître ses forces aussi là-dedans, on va reconnaître ce qu'elle a appris de cette expérience. Puis on va avoir des solutions réalistes aussi, right? Justement, dans les trucs comme Fugueuse, là, il y a cette idée qu'on te sort de où tu es et que là, tout va bien après, puis que... mais non, souvent, il y a des vulnérabilités qui nous ont amenés à une situation. Il y a des facteurs réels là, quand tu es dans la pauvreté extrême. Que c'est nice de dire je ne veux pas faire le travail du sexe, mais si on t'offre rien d'autre comme de réaliste, exactement. C'est quoi à la fin? Donc, nous, c'est jamais le calcul de l'objectif est de sortir de l'industrie. Si quelqu'un arrive et qu'il a dit quelqu'un m'a manipulé, puis je l'ai fait pour mon chum, puis finalement, il voulait juste mon argent et tout, ben, on ouvre la question, qu'est-ce que toi tu veux faire? Puis souvent, la femme va dire, moi, je veux continuer à faire ça, mais toute seule, je n'ai plus besoin de lui. Right? Donc, nous, on est capable d'avoir cette nuance, puis de contenir la complexité des femmes en tant qu'être humain versus des histoires très fiction et simplifiées qui disent, mais la mauvaise proxénète, gentille femme, et que dans la réalité, c'est vraiment plus compliqué que ça. Puis justement, quand on parle de décriminalisation du travail du sexe, bien, on parle de décriminaliser les travailleuses, mais aussi de décriminaliser nos collègues de travail, puis de compliquer cette notion-là, là, que toutes les personnes autour de nous, c'est des proxénètes, qu'en fait, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on s'associe à différentes personnes, puis que ces tierces parties-là peuvent être très utiles à nos vies, puis que ce n'est pas obligatoire que ce soit violent ou problématique. Comme là, en ce moment, c'est quoi les tierces parties qui sont criminalisées? Je veux dire, je le sais, mais c'est pour eux. Ouais. Mais c'est quoi les tierces parties qui sont criminalisées? Quand on dit ça, parce qu'il y a des fois des gens qui sont nouvelles ou des gens qui sont des civils qui regardent et qui ne comprennent pas forcément c'est quoi qu'on veut dire par laissez-nous avoir le droit d'avoir des collègues. Ben, en termes de tierce partie, c'est un peu tout le monde. Hein? L'offense de proxénétisme dans la loi, elle ne dit pas à personne qui exploite une femme, qui la bat, qui la force, qui prend son argent, c'est pas ça. Il n'y a rien qui parle de violence ou d'exploitation dans la loi. Ce que ça dit, c'est une personne qui aide une travailleuse du sexe à travailler. Une personne qui l'héberge, qui la soutient, qui facilite la communication avec un client. Donc, tous ces gestes-là qui sont posés par nos chauffeurs, par nos réceptionnistes, par nos collègues de travail. Et quand on est deux travailleuses du sexe et qu'on se réfère à un client, eh bien, c'est l'offense de proxénétisme. Elle est là au complet dans cette interaction-là. Donc, c'est toutes les personnes qui nous aident à travailler. Et ça peut être aussi même des membres de notre famille. Hein. Si ta mère te donne un livre pour aller au salon, eh bien, elle vient de commettre l'offense de proxénétisme aussi, si elle sait qu'est-ce qui se passe. Right? Donc, c'est très, 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 très vaste. Et il y a une offense séparée pour s'assurer de capturer vraiment tout le monde, une offense séparée de bénéfices matériels. Donc ça, c'est toute personne qui reçoit de l'argent dérivé de la vente de services sexuels. Donc, ça veut dire même quelqu'un qui ne t'aide pas à travailler, mais qui reçoit une partie de l'argent pour une raison quelconque, peut aussi être trouvé coupable d'une autre infraction. Donc, avec ces deux-là, ils peuvent capturer tout le monde qui est autour de nous. Il y a des exceptions, puis il y a des exceptions aux exceptions, mais à la fin, là, les exceptions ne servent pas à grand-chose, sauf peut-être si tu fais un client, puis tu vas au DEP, après, tu t'achètes... oui, c'est ça, le dépanneur n'est pas... C'est ça, le dépanneur, là, même s'il prend ton argent de travail du sexe, peut-être que lui est correct. Mais on a vu récemment avec le motel Saint-Jacques, où la police a saisi le motel, ils ont fermé, puis ils ont arrêté le propriétaire avec une offense de bénéfice matériel, parce qu'ils disent qu'ils savaient qu'il y avait des travailleurs du sexe dans son motel, et que peut-être il faisait un peu d'argent parce qu'il chargeait s'il y avait des invités dans la chambre, donc un petit $10 par invité supplémentaire. Donc, eux, ils ont dit, mais voilà, c'est le bénéfice matériel.
de travail du sexe. Donc, ça peut aller très, très loin, là, qui peut être C'est tellement capturé. fou parce qu'ils disent que c'est pour nous protéger. Non, ils ne Et disent pas après que c'est ça, pour nous protéger. bon. C'est ça, la La clé. chose, c'est que la société, là, C'est ils vont ça. être comme, mais c'est parce que c'est pour vous. Tu comprends? C'est pour éviter que vous soyez pimpés. C'est pour... Ils disent, pas forcément le gouvernement, mais tu comprends, le monde autour, tout ça normal. Puis à la fin, tu es comme, mais si l'endroit sécuritaire que j'avais se fait arrêter, maintenant, je vais où? C'est pas comme si, tout d'un coup, magiquement, le loyer arrête de coûter de l'argent. C'est pas comme si l'épicerie arrête, l'inflation arrête pas. So, j'ai quand même besoin de travailler. J'ai quand même besoin de faire le prochain client. Mais l'endroit sécuritaire n'est plus. Où je vais? Exactement. On va dans des conditions pires. Nos bons clients ont peur de se faire arrêter. Donc, on a des pires clients. Ils négocient plus. On doit travailler de plus longues heures, plus de... Et à la base, c'est ça. C'est qu'il y a cette idée-là dans la société où les gens croient que c'est des lois qui visent notre protection. Right? Ils croient qu'il y a des débats sur qu'est-ce qui est mieux pour nous protéger ça. et que le gouvernement a fait un choix en se disant que c'est sûrement ça qui allait nous aider. Mais si on va lire la loi, ce qu'elle dit, la loi, c'est que l'objectif est l'éradication des travailleuses du sexe. L'objectif n'est pas notre De nous protection. protéger, c'est ça. L'objectif est notre éradication. L'objectif est de nous sortir de l'industrie. Et l'objectif est de protéger la société de notre existence. Parce que la loi nous décrit comme une source de tort envers toutes les femmes et les filles canadiennes. Elles souffrent tous de notre existence. Ah, pauvre elle. Ouais. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, souvent, quand on a ces débats-là avec les gens, mais justement, c'est pour vous protéger, en fait, non. Allez lire le préambule de la loi. Et puis, ce qu'elle nous dit, c'est que l'objectif n'est aucunement de nous protéger. Et c'est ça qu'on voit devant les tribunaux en ce moment. Donc, nous, chez Stella, avec 26 groupes partout au Canada, on a lancé une poursuite contre le gouvernement, donc une contestation constitutionnelle. Et l'objectif, c'est de dire, mais les lois qui existent en ce moment, ça nous met en danger. Ça brime nos droits de la personne, ça va contre la charte, donc ça nous met en danger au niveau de notre sécurité, de notre santé, de notre vie même. Mais aussi, c'est discriminatoire contre les femmes, mais c'est discriminatoire contre toutes les intersections. C'est pire pour les femmes autochtones, c'est pire pour les femmes noires, c'est pire pour les femmes trans. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont protégées par la charte. Et que ça brime aussi d'autres droits, comme notre droit d'association, notre droit d'expression, notre liberté d'expression. Et donc, on est allé à la première instance au tribunal en Ontario, et il y a un juge à Toronto qui a émis sa décision. Et dedans, ce qu'il dit, c'est vous commettez des crimes, pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez le droit de le faire en sécurité? On commet des crimes même. Oui. C'est illégal de faire le travail du sexe. Donc, l'argument constitutionnel, la façon que le gouvernement traduit la violence envers nous en quelque chose d'acceptable et de poli, c'est de dire personne n'a le droit à la protection pendant qu'on commet des actes criminels. Donc, c'est correct si vous vivez de la violence. Et le juge va même jusqu'à dire, il dit en anglais, violence is a feature, not a bug of sex work. Donc, la violence est c'est une expression, là, de feature, not a bug, que ça vient des jeux vidéo, là, de dire que quelque chose était intentionnel et pas une erreur, right? Que la violence, elle est normale, qu'elle est désirable dans l'industrie du sexe. C'est pas une anomalie. C'est pas un problème. C'est comme vivre avec, vous savez que vous allez dans la violence, puis restez dedans. Exactement. Donc, ça, c'est ça la position du gouvernement. Donc, quand le gouvernement, après, essaie de parler là, d'exploitation et de façon très sensationnelle, il faut se rappeler que eux, ce qu'ils veulent, c'est notre éradication complète et que c'est l'idée pour eux qu'on devrait pouvoir travailler en sécurité. C'est complètement contre les principes de la loi en ce moment. Wow! C'est lourd, hein? Ouais. En plus, tu sais, souvent, je ne savais pas que c'était écrit noir sur blanc. Puis, tu sais, souvent, je leur disais, la façon que je vois les lois, moi, la façon que je l'interprète, c'est vraiment comme si tu ne veux pas qu'on le fasse, mais tu ne veux pas le dire. Fred, mais là, c'est écrit. Oh oui, c'est écrit noir sur blanc. C'est absolument écrit. L'objectif, c'est éradiquer. Éradiquer? Éradiquer, oui. Ouais. Je suis choquée! C'est très choquant. Et pour choquer encore plus, les personnes qui promouvoient ces lois-là puis qui les ont passées, c'était le gouvernement conservateur en 2014. Et, évidemment que c'est les conservateurs. Oui, que je noterais que c'était dans leur dernière année là, avant les élections, là, quand ils savaient qu'ils s'en allaient du pouvoir et qu'ils ont pris ce temps-là pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire avant de partir? Mais on peut empirer la vie des travailleuses du sexe. Et pendant ce temps-là, on a un gouvernement en ce moment
qui dit, les conservateurs vont être élus peut-être dans 1 an et demi, donc on ne peut plus rien faire. J'aimerais qu'ils aient la même énergie que les conservateurs et qu'ils passent des lois pour peut-être améliorer la vie des gens plutôt que l'inverse. Mais donc, ça vient d'une coalition de 2 catégories de personnes qui militent ensemble pour éradiquer les travailleuses du sexe. Donc, c'est la droite religieuse extrême, là, les conservateurs chrétiens, whatever, qui nous voient comme des menaces à leur mariage monogame, bon, etc., etc. Et des groupes qui se disent féministes, right? Que pour elles voient l'existence du travail du sexe comme essentiellement la source du patriarcat, comme si c'est notre faute que les hommes sont violents, comme si c'est toutes les femmes qui souffrent de l'énergie prostitutionnelle qu'on apporte dans la société. Et donc, c'est vraiment épeurant de dire qu'on a une société où des personnes qui se disent féministes peuvent s'allier avec des personnes extrémistes religieuses et ensemble inventer des lois aussi violentes que ces lois-là envers d'autres femmes. Qu'il y a des femmes comme ça que leur objectif dans la vie, c'est juste de faire du mal à d'autres femmes et qu'elles trouvent que c'est féministe. Donc, c'est ça, hein? Ouais, c'est la lourd. partie on est féministe qui me... Féministe à temps partiel, il faut voir. Ouais. C'est un féministe qui, je pense, qui part de mauvaises sources, là, qui a tort un peu de c'est quoi les problèmes dans la société. Moi, ce qui me dépasse un peu avec ce genre de mentalité, c'est que techniquement, si les hommes n'étaient pas violents, qu'il y ait des filles qui offrent des services ou non, ils ne seraient pas violents. Si les hommes n'étaient pas infidèles, qu'il y ait des filles qui offrent des services ou non. Parce que c'est pas comme si les gars trompent juste avec des escortes. Vous n'allez pas me faire croire que tous les gars qui trompent payent. Je refuse. Et j'ai beaucoup de clients célibataires aussi. Les autres, ils ne trompent personne, déjà en partant. Il y a beaucoup de gens qui sont veufs, il y a beaucoup de gens qui sont handicapés. Et ce n'est pas des gens qui trompent systématiquement. Puis, en quoi c'est lui qui fait l'action de tromper, tu comprends? Moi, je suis célibataire chez nous, j'offre un service. Comme on dit, les hommes, il y a des thérapeutes aussi, on offre la thérapie. Est-ce que les hommes courent tous prendre des services de thérapie? Clairement, ils sont capables de refuser les services qui s'offrent. Clairement, il y a des gens qui offrent des services et les hommes sont capables de ne pas aller les prendre. On est très bonnes en marketing. Puis c'est sûr qu'on en attrape quelques-uns, peut-être, qui n'auraient jamais trompé leur femme jusqu'à ce qu'ils voient notre annonce. C'est possible. Où ils ont trouvé l'annonce? Tu n'allais pas tromper ta femme, mais tu étais sur Léo en train de scroll. Tu étais sur She's en train de... Mais tu n'allais pas tromper, mais tu étais sur OF en train de... Comme arrête! Arrête, les gars! On peut être tenu responsable de ces choses-là. Puis il y a beaucoup de femmes aussi, que même si elles sont en couple, que le fait que leur conjoint va avoir des travailleuses du sexe, que ça ne leur pose pas de problème non plus. C'est pas violent, c'est pas... Puis ça, c'est quelque chose aussi que des femmes qui ne sont pas travailleuses du sexe, une façon qu'elles peuvent être des alliés, mais c'est comme laisser les hommes dans votre vie tranquille. Là, s'ils vont dans un bar de danseuses, c'est pas des violeurs. Là. Si vous entendez que quelqu'un a déjà payé pour du sexe, like, great. Demandez-lui s'il a bien traité la femme. Puis c'est ça la question, right? Mais quand on a, je pense, beaucoup de jeunes femmes maintenant aussi, que même, tu sais, comme si le gars il regarde la porno, elles veulent plus le fréquenter, que tout est vu comme plus que c'était. C'est comme on est en train de créer comme back in the day qu'il fallait que la femme soit vierge là, pour être assez bonne pour le gars. Mais là, maintenant, il faut que le gars soit comme asexué et qu'il ait jamais... C'est ça, il faut qu'il ait les yeux purs. Mais moi, personnellement, un bon client qui a toujours bien traité des travailleuses du sexe, je trouve que ça fait un meilleur conjoint que quelqu'un qui déteste les travailleuses du sexe puis qui ne paierait jamais pour ça parce qu'il se pense meilleur que ça. Puis je pense qu'il faut qu'on se questionne un peu aussi sur qui contribue à ce stigma puis à créer un peu ou à créer des conditions propices à la violence dans l'industrie. Quand vous allez voir le gouvernement pour essayer de changer des lois, c'est quoi un peu les lois que vous aimeriez qu'on mette? Ou, bon, bien sûr, enlever celles qui nous nuisent, mais y a-t-il des lois qu'on voudrait rajouter? Y a-t-il des lois qu'on veut garder mais changer? Donc, on a fait tout un exercice en 2016-2017, après le changement de loi. Tout le monde des travailleurs du sexe, on était très déprimés de ça. Puis on s'est dit, on crie depuis toujours décriminalisation, décriminalisation. Mais est-ce qu'on est tous d'accord de qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Est-ce qu'on s'est bien concerté? Donc, on a fait un travail sur 1 an et demi avec les groupes partout au Canada. On s'est éduqués, on a vraiment pris le temps et on a développé une position par consensus. C'est à peu près 80 pages de document. On est vraiment allé loin, là. Donc, et la conclusion, c'était intéressant, c'était de dire ce qu'on veut, c'est de retirer toutes les lois dans le code criminel qui sont spécifiques au travail du sexe. Donc, proxénétisme, achat de services sexuels, bénéfices matériels, publicité. On veut enlever tout ça.
Et puis, on veut donc laisser les lois, ce qu'on appelle d'application générale, être utilisées au besoin. On sait que c'est déjà un mauvais système puis que la plupart des lois ne sont pas super utiles. Mais l'idée, c'est que si, en tant que travailleuse du sexe, je me fais agresser sexuellement, ben, c'est une agression sexuelle. C'est déjà illégal. Oui. Right? Oui. Si je me fais battre par quelqu'un, mais c'est déjà, Oui. ça existe déjà. Que le code criminel, si on enlève toutes les lois sur le travail du sexe, il a déjà tout ce qu'il lui faut pour adresser des situations criminelles de violence. Mais si on retire du code criminel, ben, ça veut dire où est-ce que le travail du sexe se retrouve? Ben là, il se retrouve dans les lois du travail, les normes du travail, la santé et la sécurité au travail. On a des protections au Québec, surtout, on a quand même bonnes protections pour les travailleurs. Donc là, ça devient, si je vis de la violence, mais là, c'est le code criminel, je peux porter plainte ou non selon ce que je veux faire. Si mon patron ne me paye pas, ben, je vais aux normes du travail. Ouais. Donc, c'est des choses civiles qui n'impliquent pas la police, qui impliquent de faire valoir nos droits en tant que travailleuse. Ça, si le client ne paierait pas, mettons? Ben là, si le client ne te paye pas, ben là, c'est du droit civil, un peu comme un vol? C'est ça, comme un vol. Ça dépend de la situation. Ça peut être un vol si c'est selon la situation, ou ça peut être une cause au civil là, de quelqu'un qui te doit de l'argent, genre ton sugar daddy, qui te doit comme 2 000 par mois, puis que là, il ne te paye plus depuis 3 mois, mais tu as un contrat avec lui. Tu peux mettre par écrit. Oui. On peut s'entendre, on peut avoir des conditions claires, puis ensuite, quand on a un contrat qui est valide légalement, ben, on peut prendre des mesures pour le faire respecter. Donc, ça nous met dans ce champ-là de droit du travail. Donc, on ne veut pas ajouter aucune loi, parce qu'on s'est posé la question aussi, mais est-ce qu'on a besoin de lois spécifiques en termes de normes du travail, en termes de quoi que ce soit? Puis, à la fin, non, les lois existantes s'appliquent assez bien au travail du sexe. On est contre des lois, par exemple, d'ajouter, disons, le condom obligatoire ou des dépistages obligatoires pour les travailleuses du sexe. Ça, c'est toutes des choses qu'on trouve que c'est pas utile. Ça va à l'encontre des sciences. Comme si les travailleuses ne se dépistaient pas plus que les civils. Voilà. Moi, ça me dépasse. Si vous mettez pour tout le monde s'il faut. Mettez les gars de Tinder, c'est eux qui devraient avoir des dépistage obligatoire. Effectivement. Tu peux pas te login si tu n'as pas envoyé tes papiers. Effectivement, si la population générale se faisait dépister plus, on avancerait beaucoup. Mais aussi, il y a des travailleurs du sexe qui vivent avec des ITSS. Hein? Quelqu'un peut avoir une hépatite, peut avoir le VIH, peut travailler dans l'industrie, puis être parfaitement sécuritaire. Puis on n'a pas besoin d'aller contrôler. Puis tout ce que ça fait, c'est que si justement ces personnes-là se retrouvent à ne pas être capables de travailler parce qu'elles ne peuvent pas passer le test, eh bien, on vient de créer une nouvelle catégorie de travailleuses du sexe qui vont être ciblées. Qui vont maintenant être illégales parce qu'elles travaillent sans avoir fait le test. Donc, nous, c'est ça qu'on veut. Toutes les façons qu'on réfléchit, c'est contrairement à des modèles de légalisation, comme à Amsterdam, par exemple, et au Nevada, d'avoir comme les vitrines, et d'avoir des choses où tu peux seulement travailler dans certains endroits ou d'avoir une licence. C'est ce qu'on dit, c'est que les personnes qui peuvent rentrer dans ce cadre-là, mais risquent d'avoir des assez bonnes conditions de travail, mais peut-être pas trop de compétition dans l'industrie non plus, donc c'est inquiétant de savoir c'est quoi les conditions. Mais toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ce moule, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec elles? Elles ne vont pas arrêter de travailler, elles vont juste travailler dans des conditions plus dangereuses. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle la décriminalisation, qui est de retirer entièrement du code criminel. Puis ce que ça amène aussi, la décriminalisation, c'est de dire, ben, maintenant, c'est plus facile de travailler dans l'industrie. On peut être créative. On sait que les travailleurs du sexe, on est vraiment créatifs, right? Donc, on peut penser des petites agences avec juste quelques travailleurs du sexe, des méga-agences, toutes sortes de bordels différents avec des thèmes, des services. On peut se spécialiser puis ouvertement publiciser qu'est-ce qu'on se spécialise. On peut vraiment répondre à des besoins. On peut créer une offre de service aussi pour les clientes femmes qui, en ce moment, ont très peur d'avoir accès à des services parce qu'elles sont, je pense, plus sensibles à la criminalisation puis à la crainte de qu'est-ce qui peut arriver pour se sentir en sécurité. Donc, on pourrait vraiment développer l'industrie de façon intéressante et redonner beaucoup de contrôle aux travailleuses du sexe, plus que quand, si on veut ouvrir une agence, ben, il faut qu'on ait quelqu'un qui est prêt à contrer la criminalisation puis à prendre le risque de se faire arrêter puis d'aller passer 10 ans en prison s'ils se font prendre. Si on enlève ça, ben, je pense qu'on va avoir une industrie beaucoup plus féministe et beaucoup plus diverse et intéressante pour les travailleuses et les clients aussi, mais ce n'est pas notre préoccupation nécessairement chez Stella, les clients. Est-ce que tu sais si c'est vrai que, mettons, les salons de massage sont un peu contrôlés par la mafia puis des affaires dans le genre? Ça, c'est tout ce qu'on entend. Hein, Parce que moi, j'ai très peur pour cette raison. Je voulais ouvrir un salon de massage. BBW friendly. J'avais envie de faire une petite affaire, là, un petit regroupement. J'ai tellement peur. J'ai pas envie que la mafia vienne cogner chez nous. J'ai pas envie d'apprendre qu'il faut que je donne des cotes à des psychopathes qui marchent avec des armes dans la rue. Fait que moi, j'avais peur. Est-ce que tu sais, ce genre de truc, là?
Ben, je pense que c'est quelque chose qu'on a un imaginaire autour de tout ça, qui est peut-être pas toujours comme on a vu beaucoup de films, on entend. Oui, Puis c'est à ça. Montréal aussi, là, on est une Je te ville jure, de- les gens me font trop peur. criminels. Mais à la base, quand on est criminalisé et qu'on s'organise, ben, qu'est-ce que ça s'appelle du crime organisé? Right? C'est Oh, Milord. Right? Donc, dès qu'on est des travailleurs du sexe et qu'on s'organise ensemble pour faire des crimes, eh bien, on devient le crime organisé. Donc, c'est sûr que, est-ce que ça veut dire que les salons de massage sont gérés par des... Puis, il y a cet imaginaire-là aussi dans Je l'industrie comprends du ce que sexe, tu veux dire. où on parle de réseau, on aime beaucoup réseau de prostitution. Mais ça, c'est dès qu'on est plusieurs personnes qui travaillent ensemble, Ouais. ça devient un réseau. C'est épeurant quand ça devient un réseau, right? Ils prennent des grands mots pour nous faire peur, ça marche, hein? Oui, Parce que sinon, ça- j'aurais parti mon salon en 2020. Oui, oui, ça marche très bien. Mais c'est Ça sûr fait 4 ans que je perds mon salon, là. Ben, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est facile de s'ouvrir un salon. Non, c'est sûr. Puis c'est sûr que toute industrie qui est criminalisée, tout le monde a peur. Il y a de la compétition des fois qui peut être malsaine. Que justement, il y a des descentes de police fréquentes. Pourquoi est-ce que la police ne ferme pas tous les salons immédiatement si tout est illégal? Mais c'est politique, beaucoup plus qu'une notion là, de crime organisé qui contrôle. C'est qu'ils savent que si demain matin, ils ferment tous les salons, le public va commencer à dire, mais c'est pas normal. Là. Cette idée qu'on parlait tantôt, que le public pense que c'est pour nous protéger, si la police est trop répressive, ils vont dire, ben, peut-être que finalement, c'était pas ce qu'on pensait. Donc, les policiers essaient de balancer quelle répression ils font que le public va accepter. Et donc, quand on ouvre des salons, ben, qui ils vont cibler? Ils vont cibler qui ils voient comme des proies faciles. Ils vont cibler... donc, c'est sûr que ça demande, il faut vraiment avoir un courage pour avoir des salons de massage ou toute autre entreprise dans l'industrie du sexe, parce que la plupart réussissent à travailler sans trop de problèmes. Mais le jour où il y a une arrestation, il y a une descente, puis ils arrêtent tout le monde, mais c'est des années en prison qu'on risque. Right? Donc, c'est complexe. Toi, environ, ça fait combien de temps que tu travailles chez Stella? Puis, disons, pourquoi tu as commencé là, dans le fond? C'est plus ça. Moi, ça fait 9 ans que je suis la directrice de chez Stella. J'ai connu Stella il y a quelques années en tant que personne qui utilisait des services. Et puis, pourquoi je suis chez Stella? Mais, en tant que travailleuse du sexe, je pense qu'il y a un moment, des fois, où quand on essaie de faire autre chose et qu'on est undercover, qu'on fait toujours attention, qu'il faut que nos collègues ne sachent pas qu'est-ce qu'on fait, qu'on a peur, là, le jour où... moi, j'ai une histoire où je travaillais, j'ai eu un emploi comme civil pendant un temps, et puis on prépare le party de Noël d'équipe, et on cherche un hôtel pour faire le party de Noël. Et moi, je suis en train de dire, ah non, tel hôtel, non, ça, non, non, non. Et j'ai toutes les infos sur les hôtels, et là, tout le monde me regarde comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis comme, oh non, est-ce qu'on va découvrir qu'est-ce que je fais? Donc, la pression, comme ça, qu'on vit des fois en tant que travailleuse du sexe undercover, c'est malsain. Donc, l'opportunité d'aller travailler quelque part où je peux être moi-même, où je n'ai pas à cacher ces choses-là, où mon expertise de travailleuse du sexe, elle est célébrée et reconnue. Ce n'est pas juste comme quelles études j'ai fait et quel emploi que je peux mettre sur un CV, mais on reconnaît aussi que l'industrie du sexe m'a appris beaucoup de choses utiles pour mon travail. Mais là, tout à coup, ça fait un emploi où on se sent complète, que c'est cohérent avec nos valeurs, on peut militer et faire des choses en même temps. Donc, c'est ça qui m'a attirée puis qui me garde chez Stella. Quand on a connu ça dans un emploi, c'est très difficile après d'imaginer d'avoir n'importe quel autre emploi. Puis, est-ce que tu connais... Bon, c'est sûr, faut que tu parles de Stella quand même, mais est-ce que tu connais d'autres organismes qui font les mêmes choses dans d'autres villes, mettons? Parce que Stella, c'est à Montréal. Je connais Vénus à Laval, parce que j'habitais à Laval. T'en connais-tu d'autres ailleurs pour qui peuvent aider des filles de pas Montréal? Oui, il y a différents types d'organismes. Donc, il y a des organismes vraiment comme Stella qui sont par et pour les travailleuses du sexe. Donc, comme je disais, on est complètement géré. On est des travailleuses du sexe. Et puis, on est vraiment dans toute la globalité de qu'est-ce que les travailleuses du sexe ont besoin. Donc, ça, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Il y en a ailleurs dans le monde. Par contre, il y en a un peu partout. Là, il y a un réseau global des groupes de travailleuses du sexe où il y a, je pense, à peu près 150 groupes membres dans plusieurs pays. Au Québec, donc il y a nous, il y a Projet Lune à Québec. Il y a Aztec, qui est un groupe trans. Oui, Aztec, ils sont vraiment excellents. Ils sont dans les locaux de Cactus. C'est un groupe trans. Donc, leur mission, c'est les personnes trans. Mais comme il y a beaucoup, beaucoup de femmes trans qui font le travail du sexe, ça devient que c'est une spécialité aussi pour eux. Donc, ça, c'est vraiment les groupes par et pour qui offrent des services. Mais il y a toutes sortes d'autres groupes qui ne sont pas par et pour, mais qui offrent des services intéressants au travail du sexe. Comme Vénus, par exemple, mais c'est un projet dans
un organisme VIH, prévention, réduction des méfaits, etc. Ils ont un projet pour les travailleurs du sexe, mais c'est sûr que les services, ça va être un peu plus limité, dans le sens qu'ils vont donner du matériel, ils vont donner des dépistages, ils vont pouvoir accompagner un peu, mais ce n'est pas eux nécessairement qui vont avoir l'expertise légale ou qui vont faire la défense de droits collectifs pour les travailleurs du sexe, mais ça reste super important. Donc, il y en a un peu partout. Dans toutes les régions, il y a généralement un projet à travers... La façon, généralement, de trouver un groupe, c'est de chercher... C'est quoi le groupe VIH de la région? Et de voir avec eux. Regarder autour. Parce que le mouvement VIH a des positions pour la décriminalisation, pour le respect des travailleuses du sexe. Donc, c'est quelque chose qui est acquis dans ce milieu-là. Si on cherche à travers, disons, des groupes de femmes, il y a des bonnes chances qu'on se retrouve face à des choses problématiques. Donc, en passant par les groupes VIH, on peut généralement trouver des services de base. Puis, c'est sûr que si une travailleuse du sexe en dehors de Montréal, elle a une question qui ne peut pas être répondue par ces groupes-là, eh bien, elle est toujours bienvenue de nous appeler aussi. On ne pourra pas aller la visiter chez elle, là, à Chicoutimi, mais on pourra prendre son appel puis voir comment on peut l'aider puis la soutenir dans qu'est-ce qu'elle vit. Puis, dans les... J'ai 2 questions pour finir. Dans les services offerts aux travailleurs, je sais que... Je pense que je sais qu'il y a des préservatifs, des tests, des tout ça, mais vous les amenez aussi chez nous, right? Ah oui. Et dans les salons de massage ou juste chez nous? On peut les amener partout. On peut les amener dans les milieux de travail, on peut les amener à la maison, on peut se rencontrer dans un métro, on peut se rencontrer dans une ruelle quelque part, se sentir un peu... like, peu importe qu'est-ce que la personne a besoin. C'est sûr qu'on encourage aussi les personnes à venir nous voir dans nos locaux pour prendre du matériel, mais on se déplace partout sur l'île de Montréal. Donc, peu importe où la personne elle a besoin de nous, on va aller la voir, puis apporter le matériel, la documentation, toute autre chose qu'elle a besoin aussi. Donc, on donne généralement une boîte de condoms par personne, ce qui est à peu près 144 condoms. Boîte mélangée. On peut mélanger, on peut donner, on a toutes sortes de condoms. Donc, on peut aller avec les sortes spécifiques, là, quelqu'un qui veut juste des durs ou qui veut juste un mélange. Ou on a vraiment toutes sortes. On a des condoms de couleur, là, pour qu'on ait les règles, pour que ce soit bien subtil. On a des condoms minces, on a des condoms sans latex, des réguliers, des fit. Ça, c'est des condoms que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais qui sont vraiment utiles, là. Le fit, le condom, il est un peu la même taille, mais la base, elle est plus serrée. Donc, pour des plus petits pénis, mais ça ne va pas glisser. Mais aussi, des fois, quand il y a trop de lubrifiant puis que le condom il va rouler, le fit, ça fait un peu... Si le pénis est trop gros, ça va faire un peu comme un effet cock ring. Là. Donc, il faut faire attention de ne pas le mettre sur un trop gros pénis, à moins qu'on veut vraiment passer l'heure complète avec le... À moins que tu veux vraiment durer 59 minutes et 59 secondes, va te faire pounder. Mais c'est vraiment des condoms utiles que des fois, quand on a ce problème-là, là, ou qu'on a peur que le client veut enlever, donc d'apprendre des fits, là, je les encourage tout le monde à les essayer. C'est une bonne idée. Puis, on a aussi des condoms avec saveur qui sont moins populaires maintenant, mais les blowjobs avec condoms, ça reste... Il y a 20 ans, c'était la norme dans l'industrie. On a perdu un peu ça, mais je pense que ça revient. Parce que tout le monde dit GFE. Quand tu dis GFE, là, on dirait que il n'y a personne qui veut un blowjob avec condom quand tu vends du GFE. Mais il y a différentes façons de l'amener. Hein. Moi, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir une grande conversation. On n'a pas besoin du consentement du client pour mettre un condom. Right? On peut le faire et voir qu'est-ce qui se passe. Puis le truc, en fait, pour les blowjobs avec condom, pour faire même des fois des meilleurs blowjobs que sans condom, c'est de prendre une pochette de lubrifiant. Donc, nous, on les donne les petites pochettes de lubrifiant et de le mettre à l'intérieur du condom. Et après, on met le condom généralement avec la bouche, là, comme ça, le client ne voit même pas. Mais la sensation du lubrifiant à l'intérieur du condom, ça fait vraiment une belle sensation. Il y a beaucoup de clients qui aiment ça. Ça ne fait pas de dégâts aussi. Ça peut être vraiment nice. Donc, c'est quelque chose à ne pas se décourager. Là. Avant, je faisais ça. Je faisais juste pas le dire. Je mettais. Puis, ils ne se plaignaient pas, right? Non. Non, ils sont très contents d'habitude. Ils se plaignent pas, mais des fois, peut-être pour le deuxième, ils sont comme, le deuxième, c'est correct. S'ils veulent tu fasses un deuxième tour, là, tout ça. Mais la plupart du temps, ils se plaignent pas vraiment. C'est juste que maintenant, ils aiment ça me le demander par texto avant. Fait que là, je me sens trop crosseuse. Si tu m'as demandé, j'ai dit oui, puis ensuite, je cache. Avant, j'en parlais juste pas. Oui. Fait que je mettais comme si de rien n'était. Ils sont comme, OK. Oui, puis souvent, la sensation, elle est vraiment tout aussi bonne. Surtout avec le lubrifiant à l'intérieur. C'est vraiment... Donc, moi, j'encourage toujours à essayer. C'est sûr que tout le monde prend ses propres décisions. Puis on a le droit d'offrir tout ce qu'on veut, même des services complets sans condom. Si c'est quelque chose que quelqu'un veut offrir, on est capable. Ton choix, non? On prend nos décisions, puis on assume ça, puis c'est très correct. Mais des fois,
on prend pour acquis. Puis c'est ça la différence que maintenant, l'industrie, elle a moins qu'elle avait avant. Avant, on avait beaucoup plus de mentorat. En fait, on travaillait dans des agences, collectivement. Il y avait toujours une vieille là, qui nous expliquait tout comment faire ces choses-là. Ouais. Mais maintenant, il y a tellement de travailleuses du sexe qui travaillent toutes seules, qu'elles sont indépendantes, elles sont autonomes. Et donc, elles n'ont pas personne là, pour leur dire qu'en fait, c'est correct peut-être d'essayer de faire ça. Tu n'es pas obligé de prendre tout ce que le client te dit comme quelque chose que tu es obligé de faire nécessairement, que tu peux négocier, que justement, même si par texto, il t'a demandé, que tu as dit oui, puis peut-être que tu es à l'aise aussi de le faire sans condom, mais ça ne t'empêche pas de l'offrir live, puis peut-être que dans le moment, ça peut te protéger. C'est sûr que c'est pas, de tous les problèmes qu'on a dans la vie, le blowjob avec ou sans condom, des fois, c'est pas notre préoccupation, mais on sait que chlamydia, gonorrhée, on peut l'avoir dans la gorge, c'est frustrant, mais aussi la syphilis se transmet comme ça. Et pendant comme 20 ans, on avait 0 cas de syphilis chez les femmes à Montréal. C'était super. Donc, même la santé publique la disait, la syphilis, elle est éradiquée chez les femmes à Montréal. Well, en fait, il y a une recrudescence. Ça fait à peu près 5 ans qu'on voit vraiment une augmentation des cas. Ça se traite, la syphilis. Là. Il suffit de se faire tester, mais il y a des risques aussi à travers ça. Puis la gorge, c'est une des façons. Donc souvent, quand depuis 20 ans, on n'a plus l'habitude de penser puis qu'on pense juste à la chlamydia, gonorrhée, puis honnêtement, on peut se dire, OK, un petit mal de gorge, là, honnêtement, je vais prendre les 4 pilules. 2 pilules, c'est fini. No big deal. Mais maintenant, il faut commencer à calculer aussi le risque de syphilis, puis se poser des questions de est-ce que c'est pertinent ou non de s'en inquiéter. Il ne faut pas non plus... faut pas vérifier. Non, là, mais c'est quelque chose que si on n'est pas au courant, ça vaut la peine de s'éduquer un peu là-dessus. J'aime ça. Puis admettons, Jésus, je ne sais plus parler. Si jamais quelqu'un à la maison avait envie de travailler pour Stella, travailler chez Stella, comment ça marche? Comment vous prenez une nouvelle personne? Est-ce que vous prenez souvent? Vous engagez souvent? Comment ça se passe, vouloir travailler chez Stella? Donc, on a la très bonne chance chez Stella qu'on a une équipe de travail qui est assez stable. On a une employée qui est là depuis plus que 20 ans. Wow. Dans le communautaire, là, c'est pas la norme. Hein? Wow. On entend dans le communautaire le roulement personnel. C'est ça. Mais nous, on est très fiers qu'on a des personnes qui restent assez longtemps. Donc, on n'est pas constamment en train d'embaucher là, à la chaîne. Mais on a régulièrement des postes qui se libèrent, soit parce qu'on a reçu des financements de plus qu'on peut engager, ou parce qu'il y a quelqu'un qui s'en va, puis là, on ouvre le poste. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de s'inscrire à nos infolettres. Donc, sur notre site web, là, on peut s'inscrire. Il y a un bulletin qui est seulement pour les travailleuses du sexe. Il y a un bulletin qui est pour tout le monde aussi. Donc, de s'inscrire, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Généralement, on va annoncer. Et puis, donc, à ce moment-là, on reçoit des candidatures. Puis, on est toujours très contente d'accueillir des nouvelles personnes dans notre organisme. Puis, ce qui est intéressant, c'est que nous, ce qui est le plus important pour nous, c'est souvent l'expérience de travail du sexe. C'est les capacités de la personne, ses compétences. C'est pas quel diplôme elle a, c'est pas quelle expérience formelle de travail elle a, mais c'est vraiment c'est quoi ses compétences réelles, c'est quoi ses intérêts. Donc, on va souvent engager des personnes que c'est leur première expérience en dehors de l'industrie du sexe. Donc, on s'assure d'avoir un environnement où on prend le temps, on forme les personnes, où on n'arrive pas là avec la pression de comme go, maintenant, faut tout savoir. Donc, c'est un environnement que je pense qui est cool pour beaucoup de travailleuses du sexe aussi. Puis pour des travailleuses du sexe qui aimeraient travailler dans le communautaire, même si ce n'est pas chez nous, c'est sûr que tout le monde est toujours bienvenu de nous appeler puis de parler avec une intervenante pour justement préparer son CV, pour regarder c'est quoi ses compétences, pour réfléchir aux questions là, de comment est-ce qu'un rêve comme ça peut être atteint. OK, j'aime ça. Bien, c'est tout ce que j'avais aujourd'hui comme question pour toi et pour Stella. Est-ce que pour un mot de la fin, est-ce qu'il y aurait quelque chose que peut-être je n'ai pas demandé que tu aimerais dire ou sinon? Non, mais merci beaucoup de m'avoir invitée, puis merci pour tout le travail que tu fais. Je sais que toute la communauté est des grandes fans, mon équipe sont des fans. Et puis, on est toujours très heureuse de supporter des femmes de notre communauté qui prennent le risque, qui font des choses, qui utilisent leur créativité. Puis, donc, merci pour ta contribution à notre mouvement. On essaie. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mes questions. Si jamais à la maison, vous avez des questions de plus, vous pouvez les laisser. Peut-être qu'on pourra faire une partie 2. Peut-être que je pourrais aller faire un vlog Vox Pop directement là-bas. Qui sait? Je pourrais aller vous montrer c'est quoi que ça a l'air. Tout est rose. Toutes les murs, tu veux dire? Oui. J'adore. Je me souviens pas, moi, j'avais été l'hiver. C'était rose toujours? Ça a toujours été rose? Mais pas tous les murs. Là. Il y a quelques murs blancs. J'ai pas de souvenir. Il y a beaucoup de roses. Là, Eh bien, je vais aller retourner voir, me rafraîchir la mémoire.
Don't forget d'utiliser le code promo BGFL. Non, c'est le mauvais podcast. Sauf à 15. Tous les codes promo fonctionnent, mais sauf à 15 pour 15% de rabais chez Ross et compagnie. N'oubliez pas, dès qu'on peut payer le loyer ce mois-ci, le reste des fonds, on va s'en aller chez Stella par pur plaisir. Puis, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, vous pouvez aller sur le Patreon pour voir les épisodes à l'avance et pour contribuer à la chose. Sinon, allez sur le site de Stella pour donner des fonds là, pour qu'ils puissent déménager, pour qu'on puisse avoir un grand local juste paré pour nous, comme on dit. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Juste un dernier rappel avant de vous quitter qu'une autre manière de supporter le podcast, c'est bien d'aller voir sur mon site web aishablack.com. J'ai mis une petite formule d'abonnement mensuel qui servirait un peu comme un Patreon pour encourager les épisodes. Hein? 2$ par mois, c'est rien pour toi, mais c'est énormément pour moi. Fait que merci d'encourager le podcast de toutes les manières que vous pouvez. Tous les liens vont être dans la bio. Et merci de votre support.